Voilà, bonsoir. Je voudrais donc vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue pour cette conférence grand public organisée par l'Université de Genève. C'est toujours un grand plaisir de vous voir aussi nombreux venir à ce genre d'événement. J'aimerais vous apporter quelques éléments de contexte qui a permis l'organisation de la conférence de ce soir autour de Thomas Bourgeron. Donc Thomas Bourgeron participe en ce moment à un colloque scientifique qui a lieu au campus Biotech et qui est vraiment centré sur comment obtenir une meilleure compréhension des maladies psychiques et comment intégrer la neurobiologie dans cette compréhension-là. Et donc, j'aimerais vous donner quelques éléments concernant le pôle de recherche national du NCCR Synapsi qui vraiment a organisé ce colloque de recherche et qui participe à l'organisation de la conférence de ce soir. Donc, qu'est-ce que le NCCR Synapsi? C'est un pôle de recherche qui est soutenu par le Fonds national suisse depuis maintenant une dizaine d'années et qui a vraiment permis de mettre en place un programme de recherche qui permet d'étudier les bases biologiques des troubles psychiatriques. Et donc, au centre de ce projet a émergé une forte collaboration entre, d'un côté, des chercheurs cliniciens et de l'autre, des neurobiologistes qui, avant la création de ce pôle de recherche, se parlaient relativement peu. Et donc, c'est à travers des projets de recherche transnationales où, d'un côté, on étudie l'animal et de l'autre côté, des cohortes cliniques humaines, qu'on a pu avancer progressivement pour mieux comprendre les maladies psychiatriques. Et ce pôle de recherche, depuis sa création, a maintenant produit plus de 700 publications scientifiques dans ce domaine. Mais ce n'est pas seulement une aventure scientifique, ce pôle de recherche, c'est aussi une aventure humaine, très riche en interactions. Et c'est vraiment ce que ce pôle de recherche a permis, c'est la création d'un centre au campus Biotech et également la création d'une communauté scientifique humaine qui se rassemble régulièrement pour avancer sur ces questions très compliquées. Et donc, au centre du projet, il y a vraiment un axe développemental qui résonne fortement avec la conférence qu'on va entendre tout à l'heure sur l'autisme, où on essaye de comprendre les trajectoires développementales dans différents troubles psychiatriques, puisqu'on pense que de comprendre l'émergence des symptômes psychiatriques avant l'apparition d'un trouble est vraiment fondamental. Et puis pour cela, on doit étudier des modèles animaux pour avoir accès, c'est une chose très importante qu'on ne peut pas faire chez l'homme, pour avoir accès à des populations de neurones spécifiques, pour pouvoir étudier des circuits spécifiques. Et donc, les modèles animaux sont vraiment très utiles pour formuler des hypothèses et avancer sur des mécanismes moléculaires. Et d'un autre côté, grâce aux avancées de la neuroimagerie cérébrale, on arrive maintenant à de mieux en mieux repérer certains circuits, certaines constellations de fibres, comme vous voyez ici dans cette image nerveuse, qui vont nous servir à mieux comprendre certaines régions cérébrales qui sont plus impliquées dans certaines dimensions cliniques ou d'autres. Et donc, c'est vraiment ce mariage entre, d'un côté, les explorations de multimodales, comme on dit dans la neuroimagerie humaine, et de l'autre, ce qu'on peut étudier chez l'animal, qui est au cœur de ce pôle de recherche national, où nous avons 5 grandes cohortes cliniques que nous étudions à travers l'axe différents centres entre Genève, l'EPFL, Lausanne, donc il y a plusieurs institutions qui soutiennent ce pôle de recherche. Et dans le cadre de ce pôle de recherche, il y a notamment une population de personnes qui présentent des troubles autistiques et qui sont étudiées dans ce pôle de recherche. Et donc, si vous voulez avoir plus de connaissances sur ce pôle de recherche, il y a donc un site qui vraiment est mis à jour régulièrement sur les recherches qui sortent et les publications que vous pouvez consulter. Et donc, j'aimerais maintenant laisser la parole à Stéphane Eliès, qui va vous présenter le conférencier de ce soir, Thomas Bourgeron. Merci de votre attention. Bonsoir. Lorsqu'on regarde le parcours de Thomas Bourgeron, il semble d'emblée atypique. Tout d'abord, il commence par une maîtrise en biologie végétale. On parle ici clairement des plantes.
pour continuer ensuite avec un doctorat en génétique humaine. Dans le cadre de ce doctorat, il choisit les chemins de traverse et s'intéresse au cycle de Krebs et aux maladies mitochondriales. La mitochondrie est ce fascinant petit organe respiratoire de la cellule qui contient son code génétique propre et se transmet de mère en fille depuis la nuit des temps. On est là tout au début des années 90. Il se passionne pour ce sujet et publie d'emblée des articles de premier plan international avant de s'intéresser à un autre sujet, celui du chromosome Y cette fois, le plus petit chromosome chez l'homme, responsable de la différence entre les sexes. C'est au tout début des années 2000 qu'il entre dans le champ de l'autisme, et avec des publications originales et d'une telle nouveauté qu'elles ont immédiatement attiré l'attention du monde entier sur ce jeune chercheur. Son principal résultat était l'identification d'une voie synaptique associée au TSA, qui est aujourd'hui considérée comme la voie principale. Les gènes responsables codent pour des molécules d'adhésion, les fameuses neuroligines, ou des protéines d'échafaudage, comme SHANK2, SHANK3. Ces protéines sont des facteurs cruciaux pour une fonction synaptique appropriée. En parallèle, Thomas Bourgeron a identifié des mutations génétiques perturbant la synthèse de la mélatonine, essentielle à la régulation du sommeil chez les personnes atteintes d'autisme. Il est aujourd'hui professeur à l'université Denis Diderot Paris 7 et dirige à l'Institut Pasteur le Centre de recherche translationnelle, génétique humaine et fonctions cognitives. Il conduit le groupe de travail sur la génétique du projet Paris et du projet AIMS Trials, le plus grand projet européen consacré à la recherche translationnelle sur l'autisme. Il est membre de l'Organisation européenne de biologie moléculaire, de l'Académie française des sciences et de l'Académie européenne. Le laboratoire qu'il coordonne est pluridisciplinaire, avec des psychiatres, des neuroscientifiques et des généticiens qui œuvrent ensemble pour comprendre l'interaction entre les variants génétiques associés à l'autisme. Par ses travaux, Thomas Bourgeron cherche à mieux connaître les troubles autistiques pour faciliter un diagnostic précoce et améliorer la prise en charge médicale et éducative tout en prenant en compte les différences individuelles. Européen et français, on peut dire qu'il transforme dans son style unique la devise liberté, égalité, fraternité en liberté, curiosité, originalité, créativité, productivité et aussi très profondément et authentiquement fraternité. En effet, Thomas Bourgeron est aussi un chercheur qui va au-delà et au-devant des familles et répond toujours aux familles concernées par la maladie. Très généreux de son temps, il milite aussi plus largement pour le développement des soins et une meilleure intégration des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme et autres troubles du neurodéveloppement en France et en Europe. Nous lui sommes très reconnaissants d'être avec nous ce soir à cette conférence organisée grâce au soutien de l'Université de Genève et de son équipe de communication, de Synapsi et de son directeur dynamique, le professeur Alexandre Dayer, enfin de la Fondation Pôle Autisme. Je vous souhaite une bonne soirée. Waouh, merci beaucoup. Vraiment, c'est un intense plaisir d'être ici, de faire ces nouveaux contacts neuronaux entre la France et la Suisse. Et vraiment, c'est un bonheur total. Donc, je vais vous parler d'autisme. Et normalement, à la fin de la soirée, vous devriez être des généticiens et des neurobiologistes. Donc, j'aime beaucoup cette phrase de Claude Bernard. C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Et je pense que dans l'autisme, en tout cas en France, ça a été vraiment quelque chose qu'on a un peu oublié, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on savait et qu'il n'y avait pas besoin de chercher. Et donc, je peux vous dire que je continue à chercher et qu'on a vraiment besoin d'être un peu humble quand on regarde le cerveau. J'aime beaucoup aussi, c'est un de mes héros aussi, c'est Louis Pasteur qui disait « il n'y a pas de recherche appliquée, mais des applications de la recherche ». C'est-à-dire que
comme tu l'as dit, je viens des pommes de terre, je viens de travailler sur les plantes, je suis vraiment un chercheur fondamental, mais Pasteur avait ce côté de recherche fondamentale, mais aussi d'être vraiment en prise directe avec la santé publique. Et donc, je travaille sur le cerveau social, et vous savez qu'on connaît très très peu de choses sur le cerveau, et en particulier sur le cerveau humain, ou quelquefois on pense qu'on sait, comme dirait Claude. Et alors par contre, deux personnes qui parlent et qui communiquent, alors là, on a vraiment très très peu d'informations. Et pourtant, il y a des personnes qui ont peut-être des problèmes dans le cerveau social, de communication et d'interaction. Et donc on travaille sur l'autisme, mais on ne travaille pas que sur l'autisme, on travaille sur d'autres troubles qui peuvent toucher à ce cerveau social. Et donc, comme l'a dit Stéphane, donc mon laboratoire, il y a plusieurs personnes, et par exemple, je demande toujours, est-ce que vous voyez où est le psychiatre? Donc le psychiatre, il y en a un là, Richard, Anna est psychiatre, Roberto est neurobiologiste, Élodie, elle écoute les souris chanter, Amaury est bioinformaticien, Alexandre aussi. Et on est tous autour de la même machine à café dans le 15e arrondissement de Paris pour travailler sur le cerveau social. Et en particulier sur l'autisme. Donc l'autisme, il y a ces deux grands critères diagnostiques, des problèmes de déficit et des interactions sociales et la présence de stéréotypies, d'intérêts restreints et répétitifs. Donc ça, c'est deux critères diagnostiques. Dans la nouvelle version du DSM, la Bible de la psychiatrie américaine, le langage n'est plus dans les critères diagnostiques, effectivement, parce qu'il y a des personnes qui ont le syndrome d'autisme avec type Kanner, qui sont quelquefois pas verbales, et puis des personnes avec le syndrome d'Asperger qui peuvent parler tout à fait avec un langage tout à fait approprié. C'est un continuum de sévérité, c'est vraiment le point majeur, c'est-à-dire je ne parle pas d'autisme, je parle d'autisme avec un S, c'est-à-dire que vraiment, d'une personne à l'autre, ça va être très très différent. Il y a des personnes avec déficience intellectuelle, des personnes sans déficience intellectuelle, des personnes avec épilepsie, des problèmes avec des gens avec des problèmes de sommeil, des problèmes gastro-intestinaux. C'est vraiment tout un spectre. Et il y a à peu près plus d'une personne sur 100 dans la population qui sont diagnostiquées, qui pourraient être diagnostiquées avec autisme. Donc vous avez peut-être déjà vu cette figure, c'est qui est dit aux États-Unis, c'est-à-dire l'épidémie d'autisme. Donc, on est passé d'une personne sur 5000 à maintenant, les dernières données, c'est une personne sur 49. Donc, comment on est passé d'une personne sur 5000 à une personne sur 49? Donc, en fait, il y a deux aspects majeurs. Le premier, c'est qu'on a élargi les critères diagnostiques. Avant 2000, la plus grande partie des personnes avec autisme avaient une déficience intellectuelle, un QI en dessous de 70. Maintenant, après 2000, c'est 2/3 des personnes avec autisme qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Donc vous voyez qu'on a élargi au syndrome d'Asperger, à l'autisme de ce qu'on appelle, j'aime pas trop le terme, de haut niveau. Aussi, les personnes avec autisme, avec ce qu'on appelait déficience intellectuelle, sont maintenant, on regarde les interactions sociales et on voit qu'ils n'ont plus un diagnostic de déficience intellectuelle, ils ont un diagnostic d'autisme. Donc, ce qu'on voit ici en Suède, c'est qu'on voit en bleu, c'est les traits autistiques dans la population, on peut faire des questionnaires, et sont assez stables, mais par contre, effectivement, le nombre de personnes diagnostiquées avec autisme augmente. Donc j'ai eu la chance de rencontrer, dans une conférence, de Stephen Shore, qui est une personne avec autisme, qui a un syndrome d'Asperger, et qui a écrit le livre, d'ailleurs, que je vous recommande, L'autisme pour les nuls, qui a été traduit en français par Joseph Chovanec, qui est une personne avec autisme aussi, qui est très très bien fait. Et Stephen Shore nous a dit, voilà, l'autisme, ça a augmenté autant que les paquets FedEx dans le monde, et comme tout a été à un moment associé avec l'autisme, pourquoi pas. Donc, et il nous dit, non, ne vous inquiétez pas, c'est pas associé au nombre de paquets FedEx, mais par contre, il nous a dit, est-ce que vous voyez ce qu'il y a entre le E et le X dans FedEx? Donc là, je regardais, un peu comme vous, là. Et il dit, il y a une flèche. Donc, ça, c'est le truc que vous allez apprendre dans la soirée. C'est que maintenant, à chaque fois que vous verrez un paquet FedEx, vous verrez la flèche.
Voilà. Et Stephen Shore, donc il y a deux messages. Le premier, c'est que Stephen Shore nous dit, en fait, l'autisme, c'est un peu comme la flèche de FedEx. L'autisme était là, mais on ne le voyait pas. Et maintenant, on le voit. Le deuxième message, c'est que je pense qu'il faut faire très attention quand on dit on va soigner l'autisme. Moi, je n'ai pas obligatoirement envie de soigner Stephen Shore. Donc, il faut vraiment faire attention de ce qu'on veut dire quand on dit on va soigner l'autisme. Il y a des choses qu'il faut qu'on soigne, et puis des choses qu'il ne faut pas qu'on soigne. Et des gens qui voient la flèche de FedEx, pour moi, ce n'est pas un problème. Alors, et donc, on a des données, vraiment, pour montrer que les personnes qui étaient diagnostiquées avec, par exemple, avec déficience intellectuelle, vous voyez, il y a une réduction des personnes avec déficience intellectuelle, et par contre, on augmente les personnes avec autisme. C'est-à-dire que les personnes qui avaient une déficience intellectuelle, on ne regardait pas les interactions sociales, les stéréotypies, on disait il avait une déficience intellectuelle. Maintenant, on voit les interactions sociales, on regarde les stéréotypies, on a un diagnostic d'autisme. Quelque chose aussi qui va augmenter les prévalences aux États-Unis, c'est que dans certains États, quand on a un enfant avec autisme, on a des aides médicales. Quand on a une personne avec déficience intellectuelle, on n'a pas accès à ces aides médicales. Et je peux vous dire que ça fait monter la prévalence. Donc c'est ici, c'est mon petit symbole. L'idée, c'est d'identifier, de comprendre et puis d'intervenir. Et donc je voudrais vous passer, donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais traduire un tout petit peu à la fin. C'est vraiment une de mes héros que j'ai rencontrée, qui est une dame qui a fait énormément pour l'autisme, qui est beaucoup moins connue que d'autres, mais vraiment qui est extraordinaire. Et elle avait une fille avec autisme. Et donc elle va vous dire un peu ce qu'a été la surprise quand elle a eu cet enfant. But then, in 1956, we had our daughter. Vous entendez ou pas? Ouais, un peu plus fort peut-être. But then, in 1956, we had our daughter, Susie. We soon began to realise that her development wasn't going according to plan, and we were continually worried. But we didn't get a proper diagnosis until she was 3 years old, because very little was known about autism in those days. And when we did get the diagnosis, we were very concerned because the theories then were that parents were responsible. It was the way they brought the child up, and they'd been cold and distant, but we knew how much we'd loved her and how much she meant to us. Voilà, donc elle dit qu'elle a eu le diagnostic, elle a eu le diagnostic assez tôt, en fait, à 3 ans. En France, des fois, on n'a pas le diagnostic à 3 ans, même maintenant. Et qu'elle était inquiète parce qu'on lui disait que c'était elle qui était la cause de l'autisme. Donc ça, je peux vous dire que c'est une cause qui n'existe pas. Donc on peut arrêter. Donc voilà. Les vaccins, c'est pareil. Donc ça, on peut en discuter. Je sais mais il y a eu énormément d'études qui ont été faites et ça, c'est pas vraiment. Il y a il y a beaucoup de buzz autour des pesticides et du microbiote. Pour l'instant, c'est en cours d'évaluation, mais les effets sont en tout cas assez faibles. Et donc, pourquoi je travaille en génétique, c'est que là, par contre, il y a des effets vraiment forts. C'est-à-dire que quand on voit une personne avec autisme qui a un frère jumeau, dans 80%, 90% des cas, l'autre frère ou l'autre sœur va être elle-même autiste. Plus on partage le génome avec une personne avec autisme, plus la probabilité d'être soi-même autiste augmente. Et il y a une énorme étude qui est sortie l'année dernière sur 2 millions de personnes et qui a montré que, donc 22 000 personnes avec autisme sur 5 pays, que l'héritabilité, donc la contribution des gènes, était énorme, 80%. Donc, comme vous ne savez pas ce que c'est peut-être qu'un gène, voilà, vous allez devenir généticien. Donc, partons assez rapidement. Vous avez dans dans vos organes, vous avez des cellules, et dans ces cellules, vous avez un noyau, et dans le noyau, vous avez des chromosomes. Les chromosomes sont faits d'ADN et de gènes. Ça va? Donc voilà un petit morceau d'ADN. Maintenant, on a des machines beaucoup plus sophistiquées. Et je dis toujours, si vous voyez un généticien bronzé, c'est qu'il travaille beaucoup parce qu'on regarde l'ADN aux UV. Donc on avait beaucoup de façons de voir le génome.
Donc dans les années 80, on pouvait regarder les chromosomes. En 90, on pouvait les colorer, on pouvait voir des petits morceaux qui pouvaient être manquants. Et puis dans les années 2000, on avait vraiment ces puces à ADN qui permettaient de regarder des choses beaucoup plus précises. Et puis maintenant, on arrive à séquencer quasiment les lettres du génome. Et puis maintenant, on a vraiment la séquence du génome complet. Donc voilà ce que ça fait. Voilà, ça c'est ma vie. Donc je regarde ça toute la journée. Maintenant, je regarde l'étudiant qui regarde ça toute la journée, mais je continue à regarder ça. Donc c'est à peu près 2 mètres d'ADN dans chacune de vos cellules, 3 milliards de lettres, et à peu près, entre vous et moi, c'est les variations qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on a à peu près une variation sur 1000, une lettre sur 1000 qui est différente entre vous et moi. Donc dans ces 22 000 gènes, on a des variations. Alors ces variations, je les appelle vertes. Alors c'est vraiment très neutre, c'est-à-dire que l'on ait un T de son père ou un C de sa mère, ça ne va rien faire. Des variations qui vont faire que vous êtes blonde ou brune, ce qui n'est pas non plus une catastrophe, mais vous avez, il y a un petit effet sur le phénotype, sur ce qu'on voit. Et puis des mutations, des variations qui vont faire que vous êtes malade ou pas. Et le problème, pour moi généticien et pour mes amis neurobiologistes, c'est que quand on séquence l'ADN, on n'a pas la couleur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir, quand on trouve une variation, est-ce que c'est quelque chose qui est neutre, qui va avoir un petit effet ou qui va avoir un effet majeur. Et donc tout le laboratoire va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et donc si vous voulez briller en société, vous dites, j'ai des SNP, des SNP qui sont différents entre toi et moi, à peu près donc 3 millions entre toi et moi. Et puis alors si vous voulez vraiment être des généticiens incroyables, il y a une deuxième forme de variation, ce qu'on appelle les variations du nombre de copies, où quelquefois, il y a des gens qui ont perdu un petit morceau d'ADN ou un grand morceau d'ADN. Ici, c'est un enfant qui a perdu 1, 2, 3, 4, 5 millions de lettres et tous ces gènes ici qui sont perdus. Et les parents n'avaient pas cette mutation, on va revenir là-dessus. Et puis, quelquefois, c'est des duplications où cet enfant a gagné 1 million de lettres qui sont dupliquées. Et là, pareil, ça peut être vert, ça peut être neutral, peut y avoir un petit effet, ou alors ça peut donner une maladie et causer vraiment une maladie sévère. Donc, le message, quasiment tout le monde est quasiment à peu près pareil, 99,9%, mais il y a cette petite lettre différente entre toutes les 1000 lettres qui va faire qu'on est un peu différent, voilà, sur l'aspect physique et peut-être cognitif. Et donc, c'est assez... Vous pouvez prendre ces petites variations génétiques et faire la différence regardez la distance entre les gens, et vous voyez, ça c'est un très beau travail. Voilà, vous êtes ici. Et les Français sont ici. Les Portugais, les Espagnols. Et donc, on a un peu ce miroir, si vous prenez les différences, on a des petites différences d'une population à l'autre. Donc maintenant que vous êtes des généticiens extraordinaires et experts, vous allez maintenant devenir des neurobiologistes experts. Donc ça, vous savez que vous avez un cerveau. Vous savez qu'il y a des neurones. Et alors, peut-être chose que vous ne savez pas, c'est que vous avez à peu près le même nombre de neurones à votre naissance et maintenant. Donc, on a ces neurones qui se connectent les uns avec les autres, et ces points de contact entre les neurones, ce qu'on appelle les synapses. Et c'est ça qui va transformer l'information et qui va faire que les réseaux se développent. Et donc, j'espère que vous allez voir quelques synapses aujourd'hui qui vont être faites et consolidées. Et là, c'est une version très simplifiée, comme vous pouvez le voir, de la synapse. Et quand je vous dis que c'est simplifié, vraiment, hein, parce que là, aujourd'hui, je peux vous dire que c'était beaucoup plus compliqué au congrès. Avec toutes ces petites protéines qui sont codées par les gènes. Donc, on a les vésicules, on a les récepteurs, on a les protéines d'échafaudage, qui vont faire que ces synapses, ces contacts vont se mettre en place. Donc maintenant, vous êtes des généticiens et des neurobiologistes, vous allez comprendre ça parfaitement. On a un très joli neurone, on a un noyau, on a de l'ADN, on a une double hélice de l'ADN qui est très jolie, on a cette séquence, ces 4 lettres de l'ADN qui vont coder pour des protéines, et ces protéines vont faire leur boulot,
soit ils vont faire que les neurones vont se diviser, soit ils vont se différencier, ils vont migrer et ils vont se connecter les uns avec les autres. Et tout mon travail, c'est de trouver ça, cette mutation. Donc une mutation qui va peut-être changer un C en T. Vous allez me dire, changer une lettre sur 3 milliards. Bon. Mais quelquefois, ça va changer la protéine. Des fois, ça ne va rien faire, des fois, ça va faire chose. Et puis, malheureusement, ici, par exemple, ça va changer un peu la protéine. Et ça va faire qu'elle ne va pas faire son travail, qu'elle va, au lieu de pouvoir connecter les neurones vont moins bien se connecter. Donc voilà, maintenant que vous êtes des généticiens, des neurobiologistes, et vous comprenez l'interaction, on va pouvoir passer à la génétique de l'autisme. Et donc, effectivement, en 2003, j'ai identifié ces premières mutations. En fait, il y a plus de garçons que de filles dans l'autisme, et donc je me suis dit que sur le chromosome X, il y avait peut-être des gènes intéressants à regarder. Et j'ai regardé une région du chromosome X qui était perdue chez certains enfants avec autisme. Donc, on a séquencé, on était 3 au laboratoire, et on séquençait ce gène. Et donc, les cercles, c'est les filles, les carrés, c'est les garçons. Donc là, c'est une maman qui a eu un mari et un enfant, un garçon autiste plutôt de haut niveau, un frère Asperger et un frère neurotypique. Le frère Asperger, il voulait être infirmier, après il voulait être chauffeur de taxi, il connaît toutes les rues de Göteborg, il habite en Suède. Et ces deux garçons avaient, au lieu d'avoir T, 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 ils avaient T, 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 T. Donc vous voyez un T supplémentaire. Et ce T supplémentaire se mettait dans la séquence du gène et en fait cassait la protéine. Donc au lieu d'avoir une protéine de longueur normale, ça cassait la protéine. Donc on avait cette famille, on a séquencé par contre 100 familles et on ne trouvait que cette famille. Donc on a regardé un autre gène qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle neurogene 3, et là on a trouvé une mutation dans une famille très similaire, une famille suédoise, avec un garçon autiste et son frère Asperger, et dans une mutation, très joli nom, de arginine 451C, et qu'on a trouvé qui était présente chez la mère, mais la mère avait un chromosome X, 2 chromosomes X, donc elle était protégée. Donc vous voyez, on était à peu près là. C'est-à-dire qu'on avait trouvé effectivement quelque chose de pertinent, on savait que ces gènes étaient impliqués dans l'autisme, mais enfin on n'avait pas trouvé le gène de tous les autistes. Par contre, l'information que si ces neurolégines étaient importantes, alors pourquoi pas celle-là, 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 celle-là? C'est toutes ces protéines qui vont interagir. Et comme un peu un fil d'Ariane, si on avait déjà une information, est-ce qu'on pouvait trouver les autres gènes? Donc là, je vais vous défiler 15 ans de ma vie en 30 secondes, juste pour les étudiants, parce que quand je montre une diapo, c'est à peu près 50 boulots d'un étudiant. Donc quand vous venez au laboratoire, ne pensez pas qu'on trouve tout de suite des gènes impliqués dans l'autisme. Et donc Christelle, au laboratoire, donc, on avait les neurolégines, et elle pouvait se fixer directement ou indirectement à ces protéines d'échafaudage de la synapse, et donc a trouvé chez un petit garçon un bout du gène qui manquait. Et les parents étaient très inquiets déjà quand l'enfant avait 6 mois, il avait une hypotonie, il ne parlait pas. Enfin, il n'a pas eu accès au langage. Et la délétion, c'est sur le chromosome paternel du père, mais vous voyez que le père n'a pas la mutation. Donc c'est arrivé, c'est souvent des erreurs de la réplication de l'ADN, et ce morceau a sauté, et l'enfant a perdu une copie de ce gène. Ici, c'est sur le chromosome rose, donc, transmis ici par la mère, et on avait une insertion d'un G. Tout à l'heure, c'était un T supplémentaire, là, c'est un G supplémentaire. Et vous voyez que ici, donc, chez ce garçon autiste, pas chez l'enfant neurotypique, et puis de nouveau chez l'enfant autiste. Et donc là, c'était étrange, parce que les 2 enfants avaient une mutation, mais les parents, quand on regardait, n'avaient pas la mutation dans le sang. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est assez rare, c'est que la maman, ici, avait la mutation dans les oocytes, probablement, et pas dans le sang. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit quelquefois. Et cette famille a été importante, parce que quand j'ai commencé, en particulier en France, à travailler sur l'autisme, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que tu travailles sur l'autisme en génétique, mais tu ne vas rien trouver, ça n'existe pas, des gènes impliqués dans l'autisme. Et puis après, quelques mois ou quelques années plus tard,
quasiment les mêmes personnes. Quoi, tu travailles sur l'autisme, tu vas rien trouver, il y a trop de gènes impliqués dans l'autisme. Donc en gros, le message, c'était « qu'est-ce que tu vas faire ?» Et là, on montrait qu'il y avait une mutation qui touchait une copie d'un gène. Donc on a 2 copies d'un gène. On avait la chance de voir que le père avait transmis le chromosome bleu clair ici à son premier enfant et le chromosome bleu foncé ici. Donc on avait une seule copie qui ne fonctionnait pas et ces 2 enfants étaient très sévèrement atteints, pas de langage et un autisme très sévère. Et ce dosage génique a été illustré ici, une petite fille qui a perdu ce gène et qui a quasiment pas de langage, et son frère, lui, a 3 copies du gène. Normalement, vous avez 2 copies du gène, lui, il a eu 3 copies, je ne vais pas rentrer dans le détail comment. Et ce garçon a appris le langage de façon précoce, il a un large vocabulaire, mais par contre, il a des gros problèmes d'interaction sociale, des stéréotypies, il a un syndrome d'Asperger typique. Donc on avait ce dosage à la synapse, entre d'avoir une seule copie, ça donne un autisme très sévère, 3 copies, ça donne Asperger. Et ça a été répliqué plus tard. Ensuite, on a, donc ça, ce sont les neurolégines, et elles se fixent aux neurexines sur l'autre côté de la synapse, et on a trouvé des pertes du matériel génétique qui suppriment ce gène. Donc voilà, cette image dont vous vous rappelez, vous trouviez très très compliquée peut-être, maintenant est très simple. Neurolégine, Schank, neurexine. Donc on avait pour la première fois un petit chemin qui faisait qu'on avait des gènes qui se liaient les uns avec les autres et qui donnaient un peu des formes d'autisme un peu différentes, mais c'était de l'autisme. Donc, si vous n'avez pas compris celle-là, vous allez comprendre celle-là. Donc, je l'ai fait hier. Donc, si vous voulez venir à l'Institut Pasteur, ou si je veux venir à Genève, je peux être bloqué ici, je peux être bloqué ici, ou je peux être bloqué ici. En tout cas, je n'arriverai pas à Genève. Vous voyez ? Et donc, on a ce chemin, et selon où on va être bloqué, ou muté dans les gènes, on a, par exemple, si c'est l'accès au langage, des choses comme ça. D'ailleurs, by the way, je viens de découvrir qu'on pouvait venir en métro en 3h47, donc je vais revenir plus souvent, je pense. Ça, c'est Google, et ce que dit Google. Voilà. Donc, ce fil d'Ariane, depuis donc 2003, 2007, où est-ce qu'on en est ? Donc ça, c'est une figure que je mets souvent, parce que c'est un étudiant au laboratoire qui l'a faite, qui est un étudiant dyslexique très 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 fort, et qui compense bien en faisant des très très jolies figures. Et donc, il a mis le chromosome 1, le chromosome 2, le chromosome 3, et ainsi de suite. Et tous les gènes qui étaient, à l'époque, il y avait beaucoup de gènes qui étaient déjà robustes et associés à l'autisme. Maintenant, quasiment tous ces gènes sont associés à l'autisme, de façon très robuste. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gènes. Donc, il n'y a plus qu'en France où on pense qu'il n'y a pas de gènes impliqués dans l'autisme. Et donc, je dis, même la dernière fois, j'avais fait une conférence où j'ai dit, surtout, ne sortez pas de cette salle en disant qu'il n'y a pas de gènes impliqués dans l'autisme. Et la personne qui a parlé juste après moi a fait toute une liste des causes de l'autisme, et puis au niveau des gènes, il a dit « les gènes, je sais pas ». Donc, de nouveau, il faut écouter Claude Bernard. Donc, c'est très très hétérogène. Quelquefois, c'est un gène différent dans une famille différente. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est quand même que ça converge vers des voies biologiques qui sont assez communes, je reviendrai sur ça. Ici, c'est les protéines qui se lient les unes avec les autres. Donc on continue à travailler, je vous passe tous ces travaux qu'on fait, qui sont d'essayer de trouver des gènes impliqués dans l'autisme. Et donc il y a quelques années, c'était vraiment, quand on trouvait un gène impliqué dans l'autisme au laboratoire, c'était genre incroyable. Maintenant, c'est genre, bon, on va manger. Donc on est toujours un peu... mais disons que c'est moins étonnant, parce qu'on a des méthodes maintenant qui permettent de trouver des gènes petit à petit, petit à petit. Mais par contre, on est de plus en plus intéressé sur ce que font ces gènes. Et par exemple, ce gène, Contactin 6, a été trouvé chez des parents aussi et chez des enfants. Et la plupart des enfants, c'est un gène qui est extrêmement impliqué et exprimé dans le cortex auditif, de l'oreille jusqu'au cortex auditif. Et ces enfants ont des hyperacousies douloureuses, et ça, c'est très souvent dans l'autisme, mais beaucoup chez ces enfants. Et je pense que les gènes n'ont pas grand-chose à faire avec l'autisme, mais par contre, ils sont très intéressés par comment on entend, comment on intègre les informations sensorimotrices. Donc on a trouvé d'autres gènes, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais c'est vraiment de plus en plus on trouve des gènes impliqués. Et ça consolide 2 choses. La plupart de ces gènes ici à la synapse, il y en a beaucoup maintenant qui sont associés.
Et puis une autre voie qu'on appelle le remodelage de la chromatine, c'est l'expression des gènes. Donc on dit que c'est deux voies différentes, mais en fait c'est quasiment la même, parce que ces gènes qui vont être exprimés, ils sont souvent à la synapse, et la synapse, quand elle fonctionne, elle va activer les gènes, et donc on a cette plasticité synaptique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez la petite mutation neurolygine R451C, que vous aviez vu tout à l'heure. Eh bien, ici, c'est un travail du groupe de Peter Scheifele. Il avait montré que quand on met des neurolygines dans un neurone, ça fait des synapses. Je vous le fais bref. Hein. Je me ferai engueuler par tous mes copains neurobiologistes. Et voilà quand on met la mutation arginine 451C. Donc là, il n'y a plus besoin d'être neurobiologiste pour voir que la capacité des neurolygines d'induire la synaptogénèse, la formation des synapses, est totalement altérée. Donc ça, s'il y a une diapo dont il faut se rappeler, c'est celle-là. C'est que l'architecture génétique est très différente d'un enfant à l'autre, d'une personne à l'autre. On peut avoir des parents qui n'ont pas de mutation et l'enfant a une mutation. Je vous l'ai montré déjà dans le cas de Chang 3, les parents n'étaient pas mutés et l'enfant avait une mutation, ce qu'on appelle des mutations de novo, et ça arrive dans à peu près 10% des cas, surtout dans l'autisme avec déficience intellectuelle. Et puis on a des formes où le papa va avoir une mutation, la maman va avoir une mutation, ça n'a pas d'effet, puis l'enfant va avoir deux mutations, il va y avoir un autisme. Et puis on a des formes ce qu'on appelle polygéniques, où là, tous ces variants dont je vous ai montré, les 1 million de variants qu'on a dans le génome, il y en a quelques-uns qui vont faire qu'on est un petit peu plus autiste que la moyenne. Donc les parents vont peut-être avoir des traits un petit peu autistiques, mais ces variants vont s'accumuler chez l'enfant et ça va donner un autisme. Donc c'est vraiment une architecture génétique et très différente, et c'est là où c'est la complexité de la génétique de l'autisme. Donc actuellement, on peut, avec les connaissances que l'on a, déjà faire un diagnostic génétique chez à peu près 10 à 20% des personnes avec autisme. Et ça peut monter même à 30%, 35% pour les personnes avec autisme avec déficience intellectuelle. Donc il y a vraiment une possibilité de faire des diagnostics génétiques de l'autisme actuellement. Mais vous voyez que on rate des cas parce que probablement l'architecture est compliquée et on n'a pas assez de gènes actuellement qui sont associés pour faire les diagnostics chez tout le monde. Donc on continue à travailler. Il y a toutes ces formes polygéniques où là c'est encore plus compliqué et je suis quasiment... Enfin, il y a plusieurs groupes et en France, plus personne ne travaille sur cette partie-là qui pourtant est importante. Alors, comment on fait? Là, ça devient la forme. Vous êtes des généticiens extraordinaires parce que c'est important d'avoir ça en tête. C'est ce qu'on appelle le fond génétique. C'est toutes ces petites variations qui vont avoir des effets et qui, en s'accumulant, vont faire quelque chose. Donc ça, on a de plus en plus de données sur ces variants communs qui sont impliqués dans l'autisme. Et donc nous, on s'est posé, au lieu de dire, tiens, autiste, pas autiste, on s'est posé des questions, par exemple, qu'est-ce qu'il en est de l'héritabilité de l'empathie, par exemple? C'est quelque chose qui est assez déficitaire chez les personnes avec autisme. Donc, voilà, on s'est posé cette question-là, et on s'est posé cette question-là avec Simon Baron-Cohen, qui est un psychologue en Angleterre. Donc, comment on va tester l'empathie chez les personnes? Donc, il y a plusieurs tests, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y en a un qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle lire l'esprit dans les yeux. Où là, on vous donne que les yeux, et on vous demande si la personne est plutôt joueuse, confortante, irritée, ou est-ce qu'elle s'ennuie. Et puis là, vous cliquez sur ce que vous voulez. Vous pouvez le faire sur Internet. Et donc là, vous avez 36 paires d'yeux après, où vous faites, et voilà. Et donc vous pouvez avoir un score. Est-ce que vous savez bien lire dans l'esprit, dans les yeux, ou pas? Et donc, vous avez des gens qui sont plutôt doués pour lire l'esprit dans les yeux, et puis d'autres qui sont un peu moins. Donc si vous êtes là, vous êtes à peu près dans la moyenne. Et si vous êtes là, mon beau-frère est là. Et il n'était pas... J'adore mon beau-frère, il vote Trump, mais sinon je l'aime bien. Et il n'était pas trop surpris d'ailleurs d'être là. Bon. Et donc vous avez ces scores. Et donc on a demandé, après on a regardé, on a demandé à des jumeaux quel était le score, est-ce que ces jumeaux se ressemblaient sur les scores. Et on a vu qu'ils se ressemblaient beaucoup, ils étaient à peu près à 28%,
il y avait beaucoup plus que ce qu'on pensait dans la population générale. Donc on a à peu près 28% d'irritabilité. Après, on a mis ce test dans le site web de la compagnie 23andMe, et là on a reçu 88 000 réponses de gens qui ont fait le test. Et donc on a pu faire une irritabilité, je ne vais pas rentrer dans le détail, et donc trouver ces premiers gènes qui sont impliqués dans cette réponse, en tout cas est-ce qu'on est doué ou pas pour lire l'esprit dans les yeux. Donc on a fait beaucoup d'études avec Simon et Varun, qui sont des gens merveilleux, sur le quotient d'empathie, le quotient de systemizing. Le quotient de systemizing, c'est est-ce que vous aimez bien faire répondre à des petits tests, à faire des petits tests, le petit côté ingénieur. Oui. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est que le génome des personnes avec autisme était enrichi en variations qui vous donnaient des scores assez élevés en systemizing, l'ingénieur, et par contre appauvri en allèles qui donnaient de l'empathie. Donc ça, au lieu de travailler sur autisme, oui, non, l'idée, vous voyez, c'est de stratifier, d'être beaucoup plus fin et de dire, tiens, est-ce que c'est plutôt un autisme avec de l'empathie, est-ce que c'est un autisme avec plus de systemizing. Donc si ça, c'était compliqué, voilà celle-là. Donc là, c'est pour les gens qui aiment boire, aller au cinéma, aller au concert ou voir des peintures. Normalement, vous allez comprendre. Si vous aimez boire, vous savez qu'il y a des alcools forts et des alcools moins forts. Ben, c'est exactement comme ça dans le génome. Il y a des mutations qui vont faire vraiment que vous avez une mutation, vous êtes malade, et puis des alcools où on peut boire un peu plus, mais si on boit trop, on va avoir le même effet. Ici, si j'enlève cette personne, vous allez écouter, vous allez entendre la différence dans la chanson probablement. Par contre, si j'enlève cette personne-là, sauf si vous avez vraiment des super oreilles, normalement, vous n'allez pas faire la différence, d'accord ? Et par contre, si je commence à enlever toutes ces personnes-là, vous allez commencer à avoir une différence, d'accord ? Et donc, voilà le nom de ces petites personnes. Donc, Chang 3, quand on enlève, là, on voit la différence, d'accord ? Et donc, chacun a un petit orchestre avec ses variations. Et d'ailleurs, tu parlais de la mélatonine, le rythme, donc ASMT, c'est un des gènes qui code pour la mélatonine. C'est pareil, si le rythme est différent, vous allez faire la différence dans la chanson. Et donc, un généticien, c'est pour ça qu'un généticien travaille avec des neurobiologistes. Et c'est pour ça que Synapsy est un endroit incroyable ici, c'est que vous devez travailler avec les gens qui savent un peu, voilà, mais mon gène, bah, c'est plutôt ça, ça fait ça dans le cerveau, et sinon, un gène, c'est un gène. Et puis voilà, ici, là, vous voyez, si vous prenez le pointillisme, chaque petit point, vous n'allez rien faire, mais après, ça fait une jolie image si vous les mettez ensemble. Donc, on fait des outils pour comprendre toutes ces interactions entre les gènes et comment les gènes se mettent ensemble, comment il y a cet orchestre. Donc pour revenir, et ça c'est pas nouveau, de nouveau, si vous écoutez, les jeunes, écoutez et lisez des papiers anciens, et quand je dis papiers anciens, pour les jeunes c'est genre 2010. Hein. Donc lisez des papiers encore plus anciens. Et Lorna Wing, elle écrivait dans les années 70, et elle avait dit, si vous avez vu un enfant avec autisme, vous avez vu un enfant avec autisme. Donc en gros, les personnes sont très différentes et qu'il faut essayer de mieux comprendre cette diversité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on a identifié des causes, comment on peut aller plus loin? Et donc ça c'est une stratégie qui est très, c'est pas nous qui avons mis ça en place, mais c'est très différent d'une personne à l'autre. On fait beaucoup de génétique, on fait beaucoup d'imagerie, je n'ai pas eu le temps de vous montrer ça. On a des patients qui sont mutés, on peut faire des modèles cellulaires, des modèles animaux, et après, mieux comprendre ce que font ces mutations, trouver des molécules qui vont modifier les choses, et puis faire des essais cliniques qui soient bien ciblés sur un groupe de patients qui a besoin de ce traitement. Donc c'est ce qu'on a fait, par exemple, pour Chang 3, je vous ai montré que Christelle avait trouvé ce gène, et puis après, on a trouvé des mutations dans Chang 2, dans Chang 1, il n'y a pas Chang 4, donc on s'est arrêté. Et donc, on est revenu aux patients. Et donc, ça, ici, c'est le quotient intellectuel des patients. Et ici, c'est ce qu'on appelle le Autism Diagnostic Interview. C'est plus vous avez un score élevé, plus vous avez des problèmes d'interaction sociale, de communication verbale, non verbale, ou des intérêts restreints répétitifs, des stéréotypies. Vous voyez que les patients qui sont mutés dans Chang 1, c'est un gène, ils ont un QI tout à fait dans la norme.
les patients mutés dans Shank 2 sont un peu intermédiaires, et malheureusement, les patients qui sont mutés dans Shank 3 sont beaucoup plus déficitaires au niveau cognitif. Donc vous voyez, c'est un peu de la haute couture maintenant. C'est-à-dire que quand on trouve un gène, on va voir le patient, on fait de l'imagerie, on essaye de mieux comprendre ce qui se passe. Donc les psychiatres sont allés voir les patients, et par exemple, tout ça c'est publié, puis vous pouvez aller sur notre site. On a vu par exemple que les patients qui étaient mutés dans le gène Shank 2, ils avaient des clinodactylis et des petits problèmes de malformation, qui n'est rien du tout de spécifique avec l'autisme. Mais maintenant, les cliniciens, quand ils voient un patient autiste avec une clinodactylie, ils se disent, tiens, c'est peut-être Shank 2. Les patients qui étaient mutés dans Shank 3, il y avait des grandes pertes de matériel génétique avec Shank 3 qui étaient perdu. Et les enfants étaient hypotoniques. Et donc, les gens se demandaient, est-ce que c'est Shank 3 qui fait cette hypotonie ou est-ce que c'est d'autres gènes? Eh bien, les patients qui sont mutés que dans Shank 3, la plupart du temps, ils ont une hypotonie. Donc voilà, vous voyez, on va beaucoup plus fin que juste un gène impliqué dans l'autisme. Après, on fait des modèles cellulaires, des modèles animaux. Donc là, pareil, je vais vous passer 30 secondes à 10 ans de boulot. Et donc, Élodie est une personne incroyable. Donc, elle est venue dans mon laboratoire, on avait fait des souris qui étaient... Et j'avais eu cette idée de regarder, on m'avait demandé de faire un chapitre de livre, et on me dit les souris autistes, alors déjà, j'aime pas trop le terme, et on m'avait dit comment tu vas les analyser, donc j'ai rien dit, je me dis ok, les interactions sociales, ok, les stéréotypies, puis là, il y avait le langage, là, je me suis dit bon, c'est raté. Juste au moment où je lis un papier qui dit il y a les souris chantent, donc vraiment, je ne savais pas à l'époque, hein. Et vous aussi, peut-être... Et donc, on regarde le chant des souris, donc elles chantent dans l'ultrason, c'est pour ça que vous avez jamais entendu une souris. Et Élodie, j'ai demandé à la chercheuse allemande avec qui j'avais fait t'as pas quelqu'un qui est intéressé par les chants des souris? Et elle dit non, mais par contre, j'ai une étudiante qui écoute les babouins vocalisés au Nigeria. Donc elle est venue au laboratoire, donc en 2008, et je lui ai dit, t'es sûr que tu veux venir à Pasteur, au -1 de l'Institut Pasteur, pour écouter les souris chanter? Elle m'a dit oui, oui, et donc elle est toujours là. Et elle fait un travail extraordinaire, vous allez voir. Donc on a fait ces souris avec Tobias Bockers en Allemagne. Donc là, c'est et on a regardé les interactions sociales. Donc là, c'est un mâle, et on va on va introduire une femelle en chaleur dans la cage. Donc voilà ce qu'on fait à l'Institut Pasteur. Et vous voyez, c'est tout mignon. En tout cas, c'est ce qui se passe à l'Institut Pasteur, -1. Voilà. Donc c'est tout mignon. Et là, c'est une souris qui est mutée dans le même gène qu'on a trouvé chez les autistes. Bon, je vois que vous avez fait un petit peu la différence. Vous allez voir, c'est pas qu'il n'est pas intéressé. Alors, on me dit toujours, est-ce que vraiment il est intéressé par les filles, tout ça. Donc, vous avez les filles, garçons, c'est pareil, il y a des problèmes d'interaction. Vous voyez, il va la voir quand même. Et enfin, c'est différent. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Donc, on a quantifié pour les scientifiques de l'audience, on n'a pas juste regardé. Et donc, oui, il va la suivre, mais c'est quand même différent. Et donc, je vous assure que quand j'ai trouvé ces gènes, je ne pensais pas qu'on allait trouver quelque chose comme ça. Et donc là, c'est un micro, et vous pouvez les écouter. Donc, si vous n'avez jamais entendu une souris, voilà, c'est tout mignon. Et donc, j'ai dit à Élodie, si tu veux savoir ce que disent ces souris, il faut vraiment qu'on ait plein de vocalisations. Il faudrait qu'on ait toutes les vocalisations de toutes les souris du monde. Il faudrait qu'on ait un truc genre YouTube pour les souris, quoi. Genre un truc MouseTube. Donc, normalement, quand je dis des trucs débile comme ça, on ne me suit pas, mais Élodie m'a suivi, elle a fait MouseTube, et donc c'est la première plateforme de partage de vocalisation de souris, vous pouvez aller à l'Institut Pasteur si vous êtes intéressé. Et Élodie, c'est là où c'est extraordinaire de faire de la recherche avec des gens comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui venait de l'éthologie, et donc de prendre des souris, de les tester pendant 2 minutes, elle disait ouais bon ok, mais c'est pas ça la vraie vie des souris, quoi. Et donc, elle voulait quelque chose qui puisse... Elle voulait suivre les souris pendant 1 semaine, les voir ce qu'elles font. Et donc, elle a eu la chance de rencontrer un chercheur à l'Institut Pasteur qui s'appelle Fabrice de Chaumont, qui, lui, connaissait rien aux souris, mais il connaissait super bien les analyses d'images. Et donc, voilà ce qu'ils ont fait. Donc, on fait comme ça. Et donc là, il faut que dans les talks, maintenant, il y a machine learning, un moment d'intelligence artificielle. Donc, il y a tout un algo qui reconnaît l'identité de chaque souris, et tout ce que fait la souris, ça va dans une base de données.
Donc, et c'est pour la première fois, donc là, c'est vraiment un système qui fonctionne très 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 bien. Ça peut être, vous voyez, les souris, on a mis des Lego, enfin c'est un bordel, c'est un truc enrichi, et on peut maintenant les enregistrer, de voir les choses. Et d'ailleurs, en Suisse, enfin, au centre, il y a quelqu'un qui utilise le système. Alors, on aime tellement les souris qu'on voulait vraiment savoir comment c'était d'être une souris, donc on a même refait les images pour être vraiment à la place de la souris. Donc, pour partager cette recherche, tout est open source et donc on a même fait un plan Ikea, vous voyez, même moi je pourrais faire le système. On a fait un petit film. Et donc le papier, il y a beaucoup de laboratoires maintenant qui utilisent ça. Ça vient juste de sortir dans un vrai journal récemment. Et donc on a tout, donc les bases de données, donc vous pouvez avoir accès dans LiveMouse Tracker, vous pouvez accès à nos données de comportement, vous pouvez les analyser. Et donc on a beaucoup de comportements qui sont déjà analysés dans les données. Et par exemple ici, alors ça c'est vraiment le début de ce type d'analyse. Donc là c'est une souris normale, et puis on va mettre une petite boîte et on va voir ce que font les souris. Et là elles évitent la petite maison. Là. Et par contre, là, vous voyez, la souris Shank 2, déjà, elle est hyperactive. Je ne vous ai pas montré, mais elle est hyperactive. Alors, elle va dans la boîte, alors complètement. Et par contre, la souris Shank 3, elle est un peu hypoactive. Et c'est comme si elle avait peur de la petite maison. Et donc, ça, c'est mon côté Andy Warhol, où on peut maintenant quasiment regarder chaque souris et de voir, parce que ça m'intéresse de voir un peu les différences interindividuelles qu'il y a quand on a une mutation. Est-ce qu'on est toujours différent ou pas? Donc, ça, c'est les modèles animaux. Et là, je vais vous passer une slide. On a pris des petits morceaux de peau des patients qu'on dérive en neurones. Et donc, on n'est pas dans le cerveau des gens, mais par contre, on a des neurones qui ont le même patrimoine génétique que le patient. Et donc, on a pu montrer qu'il y avait moins de synapses, et surtout, on a pu utiliser ces neurones humains pour voir quelles étaient les molécules qui pouvaient booster un peu, augmenter l'expression du gène Shank 3 qui manque à ces enfants. Et donc, avec Alexandra, on a testé 205 molécules qui étaient déjà sur des médicaments sur le marché, et on a trouvé que le lithium augmentait le taux de Shank 3. Donc, les enfants sont mutés dans un gène, et ils ont encore un gène qui fonctionne. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser le lithium pour augmenter ce gène et qui compense la perte d'une copie du gène. Et donc, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu déjà des gens qui avaient déjà un peu essayé le lithium. Alors, il y a ce papier qui dit que c'est « successful treatment with lithium ». Quand on lit le papier, ce n'est pas vraiment successful. Hein. Donc, et puis, les gens qui publient, combien de personnes ont essayé le lithium et que ça n'a pas marché, qu'ils n'ont pas publié. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire des essais très, très bien dosés pour qu'on puisse dire si vraiment il y a quelque chose. Voilà, donc là, moi je suis super optimiste tout le temps. Par contre, 17 ans après la découverte des premiers gènes associés à l'autisme, les choses ont changé. Donc là, souvent, dans mes talks en anglais, je parle en français tellement j'ai honte, pour pas qu'ils comprennent, quoi. Donc, je ne connais pas bien la situation en Suisse, mais en tout cas, la France a été condamnée 5 fois. Je crois qu'ils ont arrêté en 2004, l'Europe, de condamner la France pour le traitement des personnes avec autisme, pour le fait qu'ils n'aillent pas à l'école, qu'il n'y ait pas de parcours éducatif et qu'il n'y ait vraiment pas une intégration. À l'hôpital Robert Debré, avec qui je travaille, pour avoir un diagnostic, il faut 18 mois d'attente. Donc pour une personne de 3 ans, c'est la moitié de sa vie. Donc, et si vous voulez vraiment avoir le cafard, vous pouvez. Je ne pensais pas un jour que j'allais faire de la publicité pour la chaîne Public Sénat. Mais vous pouvez voir ce film, c'est une maman qui est elle-même autiste et à qui on a retiré ses 2 enfants autistes pour maltraitance. Et ça, c'est 2017, hein, c'est pas 1980. Donc, ça, c'était ma période un peu énervée. Mais par contre, les choses ont changé quand même. Il y a beaucoup plus de recherche qui est faite, il y a beaucoup plus de prise en compte de l'autisme et de travailler sur ce qu'on pense être l'autisme. Avec mes amis européens, qui sont toujours pour moi européens,
Declan, Eva, qui sont en Angleterre. On travaille énormément. Et regardez. Vous avez vu qu'ils se sont vus. Donc voilà, parce que c'était quand même une faute de goût de ne pas avoir de personnes ici. Donc voilà, donc depuis 2 jours, je pense que vraiment on va faire des choses ici. Dans le monde, il y a beaucoup d'initiatives qui sont assez extraordinaires. Et surtout, j'essaie de retrouver ma souris, de plus en plus, on intègre les personnes avec autisme dans nos études pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'on doit faire aussi, de partager avec eux toutes les interrogations et comment on peut faire les choses. Voilà, je dois remercier tous les amis. Donc c'est toujours une slide un peu chaude, parce que c'est vraiment des gens extraordinaires. L'argent, ça sans ça, je ne peux pas. La France, c'est vraiment chaud. Donc, sans les fondations comme Bettencourt et Konimaeva. Alors là, si vous connaissez des gens, parce que c'est une fondation suisse, et je ne connais pas les gens, et ils me donnent de l'argent. Et je trouve ça... Et sans eux, je ne pourrais pas travailler. Donc, si vous les connaissez, dites-leur c'est incroyable, et qu'ils continuent. Et c'est vraiment extraordinaire. Et je voudrais remercier les familles. J'aime beaucoup ce titre, No Mind Left Behind, pas d'esprit de côté. Je pense que quand on travaille sur l'autisme, je dis toujours à mes copains généticiens, c'est bien de regarder l'ADN, c'est bien de regarder les synapses, mais je pense que c'est hyper important de regarder les gens. Et ce papa a découvert l'autisme de sa fille, il a fait un petit film sur YouTube qui est super. Et sur le t-shirt de la fille, il y a marqué « Je suis unique comme tout le monde ». Voilà. Merci. Si vous avez des questions, je ne sais pas si... Je sais pas comment ça... Ouais. Normalement, je fais une liste des questions qu'il ne faut pas me poser. Oui, bonjour. J'étais passionné de voir qu'on arrive si bien à détecter des autistes du genre 10 ou 15% que vous avez mentionné. Mais je me demandais comment il y a de faux positifs avec ce genre de test, pas juste de faux négatifs. Alors là, il va falloir que vous me réinvitiez parce qu'on travaille... Donc c'est super important. Donc les gènes dont je vous ai parlé, c'est quasiment des gènes qu'on retrouve jamais, enfin des mutations qu'on retrouve jamais dans la population générale. C'est les gènes dont je vous ai parlé. Les premiers, donc, pour lesquels on fait un diagnostic. Mais on recherche des personnes dans la population générale qui ont ces mutations et qui ne sont pas autistes. Mais pour certains gènes, c'est quasiment vraiment impossible de trouver ces mutations. Et effectivement, il y a une zone où il va y avoir des gènes comme ça, et puis alors après, par contre, des cocktails de variations qui vont se retrouver aussi dans la population générale. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on va regarder vraiment attentivement. C'est pour ça que autiste, oui ou non, ou muté, pas muté, pour moi, est une question même assez dangereuse, je trouve. Oui. Oui, bonsoir, merci. J'ai été diagnostiquée très récemment porteuse de TSA. Dans ma famille, il y a 4 autistes. Et à aucun moment, lors du diagnostic, on m'a demandé de donner mon sang ou n'importe quel bout de peau qui pourrait aider. Et je me dis quand même, ça fait beaucoup de cas dans une seule famille. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider quand on est porteur de TSA? Et on se dit, il faut peut-être qu'on vous aide, en fait, à donner matière à travailler. Je pense que les familles sont vraiment demandeuses et les personnes concernées sont la plupart du temps vraiment très très demandeuses. C'est une recherche qui est compliquée et qui est en tout cas pas beaucoup financée. Parce que quand je vous dis que le projet européen, le plus grand projet, ça doit être la moitié d'un footballeur à Paris, hein, pour les budgets. Et on n'est pas du tout à l'échelle qu'il faudrait. Donc je pense que vraiment les familles sont très demandeuses et il faut qu'on avance avec elles
Et je pense qu'ici, là, vous avez un centre extraordinaire. Donc, je pense qu'ils vont vous accepter. Oui. Oui, bonsoir. Dans quelle mesure peut y avoir des faux diagnostics qui soient trompés quand il y a un mélange entre dans la schizophrénie ou schizoaffectivité et autisme? Parce que visiblement, il y a des choses dans le comportement qui se regroupent. Alors, voilà, on peut poser un certain diagnostic et puis en fait, ça peut être un autre. Oui, non, ça c'est une des grandes complexités de la psychiatrie en général. Et c'est pour ça qu'on a besoin de marqueurs plus objectifs que juste sur l'aspect comportemental, qui peut être différent. En plus, il peut y avoir une trajectoire qui va être différente au cours de la vie. Donc, pour la recherche, le fait que des gens ont posé des diagnostics autisme, épilepsie, schizophrénie, déficience intellectuelle, ça a aussi cloisonné les chercheurs, oui. Et que donc moi je travaille sur l'hyperactivité, moi je travaille sur l'autisme, moi je travaille sur... Et en fait, on travaille sur probablement les mêmes gènes et probablement des circuits qui se chevauchent. Et donc je pense que de plus en plus on travaille ensemble et je pense que ça va aider à faire des diagnostics plus précis. Voilà, j'espère. Mais on est au tout début, hein, je vous ai dit, la psychiatrie c'est quand même au tout début. Hein. Alors, moi, j'avais une question. Vous avez évoqué, et puis je l'entends assez souvent, un signe assez déficitaire de l'autisme, c'est verbaliser les émotions. Donc, l'empathie. Et ça, je l'entends très souvent, et moi, je mettrais plutôt un bémol là-dessus, quand on dit empathie, parce que qu'est-ce qu'on met par empathie? Merci. Qu'est-ce qu'on met par empathie? Parce que dans notre société, empathie, ça veut dire masquer justement nos sentiments. Et ces gens-là, c'est des gens qui sont plutôt vrais avec ces sentiments. Non, je devrais faire aussi une liste des questions qu'il faut me poser, et elle serait dans... vous avez tout à fait raison. Quand j'ai dit empathie, j'aurais dû être beaucoup plus précis. Bon, c'est aussi... alors, je vais le faire bref, mais il y a deux types d'empathie. Il y a l'empathie cognitive, c'est-à-dire la capacité que l'on a à reconnaître les émotions des autres, et l'empathie affective, qui va être la réponse empathique à l'autre. Et les travaux de Simon Baron-Cohen montrent que les personnes avec autisme ont des problèmes d'empathie cognitive, ils ont du mal à reconnaître les émotions, mais par contre, quand on leur dit que quelqu'un est triste, ils vont répondre de façon empathique. Vous voyez, donc effectivement, il n'y a pas un déficit en empathie globale, c'est beaucoup plus fin que ça. Mais la reconnaissance de l'émotion, qui est un peu indispensable pour être en empathie au départ, est un peu déficitaire chez certaines personnes avec autisme. Voilà. Donc quand on leur dit que la personne est triste, il y a une empathie vers la personne, la plupart du temps. Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais. Question. Oui, merci. Je vous ai entendu dire que le lithium était utilisé pour soigner les autistes. Or, le sel de lithium était utilisé, je ne sais pas s'il l'est encore, pour les bipolaires. Est-ce que ça veut dire que les bipolaires sont une forme d'autisme? Alors, en tout cas, c'est assez étonnant. Quand on a d'abord, les autistes ne sont pas soignés avec lithium, c'est des études qui commencent là, hein, donc c'est très ponctuel. Quand on a fait ce crible pour des molécules, on a fait ça de façon totalement biaisée. On a trouvé le lithium, et ça aurait pu être une autre molécule, on a trouvé le lithium. Et puis, donc c'est pour ces mutations SHANK3. Et puis, il y avait eu deux articles qui rapportaient des patients mutés dans SHANK3 et bipolaires. Donc, voilà. Et puis, depuis que je discute avec les familles, quand les enfants... Enfin, il y avait une maman, par exemple, qui dit ma fille doit être la plus âgée, elle a 41 ans, et alors elle est complètement bipolaire. Alors, est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que le fait qu'on soit tombé sur lithium et le fait que les patients qui sont mutés dans SHANK3 soient plus à risque d'être bipolaires? Pour l'instant, là, on en est au tout début de ça. Mais c'est intéressant.
Je pense que les jeunes n'ont rien à faire du DSM-5 ou du DSM-4, ils n'ont jamais lu le livre. Donc, ça c'est un point. Oui. J'ai une question sur ce que vous incluez dans l'autisme. Est-ce que, par exemple, vous incluez les manifestations liées au syndrome de l'X fragile? Alors, très bonne question. Je pense que il faut qu'on reste sur le diagnostic comportemental, c'est-à-dire si c'est une personne qui a des problèmes d'interaction sociale, des stéréotypies, il peut avoir un diagnostic d'autisme, quelle que soit la mutation qu'il a. Donc, quand on dit que j'ai identifié les premiers gènes impliqués dans l'autisme, ça me fait plaisir, mais je ne pense pas. Je pense que les gens qui avaient identifié X fragile, qui avaient identifié MECP2, c'était déjà des gènes impliqués dans l'autisme. Alors, c'est des formes d'autisme avec déficience intellectuelle. Nous, on a montré des formes avec syndrome d'Asperger où il n'y a pas de déficience intellectuelle. Mais effectivement, on a trouvé, par exemple, des patients, on a fait une étude dans les îles Féroé, on a trouvé un patient trisomique 21 avec autisme. Alors ça énerve des fois des gens, mais non, il n'a pas autisme, il a une trisomie 21. Voilà. Je pense que ça, c'est aussi un gros problème. Je pense que, je dis toujours, l'autisme, ça protège de plein de choses. C'est-à-dire quand vous êtes autiste, vous n'avez plus de problèmes de sommeil, vous n'avez plus de problèmes de gastro-intestinal, vous n'avez plus de caries, vous n'avez plus de problèmes de dents, vous êtes autiste. Et non, mais j'ai découvert ça parce que, par exemple, on avait trouvé que des enfants avaient des taux très bas de mélatonine. Et donc, j'ai demandé à mes copains chercheurs dans le sommeil, j'ai dit, est-ce que tu as regardé le sommeil des personnes avec autisme? Et il m'a dit, non, mais les autistes, ils n'ont pas de problème de sommeil. Alors, je dis, ouais, enfin, je sais pas, j'ai demandé aux parents, moi, et il m'a dit, non, mais ils sont autistes. Et donc là, je pense que c'est super grave. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas pire pour quelqu'un d'être labellisé avec un truc, avec un numéro d'une page d'un bouquin, quand tu es autiste. Donc tu n'as plus de caries. Si tu cries, c'est parce que tu es autiste, c'est pas parce que tu as mal aux dents. Et on a vraiment une maltraitance des fois des personnes avec autisme parce qu'on ne comprend pas qu'il peut y avoir des problèmes gastro-intestinaux. Et donc une trisomie 21 avec autisme, c'est pas possible. Soit tu es autiste, soit tu es trisomie, mais il n'y a pas... Voilà. Donc je pense que ça, c'est vraiment une vraie révolution à faire. Merci, monsieur, pour votre travail et votre humour. Merci pour votre allusion à DSM et les âneries qu'il raconte. Et vous adressez un merci spécial à vos souris. Le lithium, je trouve quand même paradoxal que ce soit le même métal utilisé pour nos portables et tout le reste, et que ce soit, ça l'a prouvé dans d'autres domaines, un grand médicament. Ma question, elle est simplement la suivante. Est-ce qu'il n'y a pas trop une tendance, peut-être chez vous les scientifiques, à classifier Asperger, c'est forcément un génie. Autiste machin, c'est un débile. Autiste troisième catégorie, c'est pas ça. Comment faire pour pas succomber dans le grand public, je parle pas des spécialistes, à une classification? Il y a du bon, il y a du génial, il est fou, mais il sait reproduire toutes les fenêtres du Parlement londonien, les redessiner par cœur. Merci. Oui, tout à fait. Je pense que enfin, j'espère que j'ai donné dans la conférence. D'abord, DSM-5 et DSM-4, ça a amené des choses positives aussi, mais il faut pouvoir. Oui, c'est complexe, et je pense qu'il faut accepter cette complexité. Et effectivement, les gens se demandent est-ce qu'il faut dire est-ce qu'il est autiste ou est-ce qu'il est avec autisme. Je pense que c'est une composante de la personne. Il peut être blond ou brun, et il peut avoir un autisme, il peut avoir... Et je pense qu'il ne faut pas catégoriser, parce qu'après on oublie que la personne peut avoir une déficience intellectuelle, une épilepsie, ou être un génie. Mais voilà, et je pense que ça soit TF1 ou Hollywood, on voit peu d'enfants autistes avec déficience intellectuelle, ça c'est sûr. Donc là, il y a un film qui est sorti, là, hors norme, et c'est souvent, quand des journalistes viennent me voir, ils me disent... alors c'est génial d'être autiste, voilà. Donc non, ça c'est dans la vraie vie, il y a beaucoup de parents qui ont des difficultés. Et ce qui est extraordinaire, là, il y a des personnes, parce que
il y a des personnes avec autisme qui ne parlent pas, donc c'est difficile pour elles de communiquer ça. Donc, il y a des frères et des sœurs qui ont un certain nombre d'Asperger et qui ont des frères et sœurs avec des autismes plus sévères. Et je trouve que c'est très très touchant parce qu'ils prennent la parole aussi pour leurs frères et leurs sœurs qui sont plus atteints. Et ils disent, voilà, c'est un spectre. Il faut accepter que ça soit des fois très sévère, des fois moins sévère. Et des fois, être un génie est très difficile, voir le mathématicien en maths, c'est horrible. Ouais, je ne suis pas concerné, donc je ne peux pas savoir. Mais... Oui, bonsoir. La question que j'avais posée concernait en fait le syndrome d'Asperger. C'était pour savoir si un retard de langage était possible dans ce spectre de l'autisme. Alors là, il y a eu plein de controverses. Il y a des personnes qui disaient qu'Asperger, il ne fallait surtout pas qu'il y ait de problème de langage. Donc, il y avait Peter Sainsbury qui disait c'est pas possible, on ne peut pas être Asperger avec un problème de langage, et Gilbert qui disait qu'on pouvait être Asperger avec problème de langage. Je pense que je pense pas que ce soit les vraies questions à se poser en fait. Enfin, en tout cas, c'est pas des. Si je passais du temps à répondre à ça, je pense que je répondrais pas aux bonnes questions. Là, je pense que c'est des questions de classification qui, à mon avis, sont pas si importantes, quoi. Je pense qu'il faut passer à autre chose que la classification. Voilà, t'es ça, t'es ça. Vous avez trouvé des mutations génétiques chez les autistes, chez un certain nombre. Qu'en est-il des autres autistes? Vous cherchez les mutations? Oui, tout à fait. On pense que, en fait, donc il y a plusieurs aspects méthodologiques. La première chose, c'est que ces mutations de novo, là, où on a une seule mutation et on est autiste, celles qui sont retrouvées plusieurs fois, parce que comment on sait que ça? C'est parce moi je l'ai trouvé une fois, mais j'ai mes copains au Canada, aux États-Unis, en Suisse, qui ont trouvé ça aussi. Donc on a pu petit à petit dire, ben voilà, ça doit être impliqué. On a regardé dans la population générale, on n'a pas vu, donc on se dit, tiens, ça doit être impliqué dans l'autisme. Donc ça, on a pu le faire. Chang-3, par exemple, c'est assez courant. Et c'est 1 à 2% des personnes avec autisme et déficience intellectuelle, vous voyez, et c'est un des gènes majeurs. Donc les autres, c'est vraiment très très rare. Et donc plus on séquence, plus on peut être sûr que ce gène-là est important. Donc ça, c'est l'aspect scientifique, qui est un peu rébarbatif, mais voilà, on travaille. Donc ça, sur ces formes-là, de plus en plus, on trouve des choses. Et sur les formes plus polygéniques, alors là c'est compliqué parce que c'est un peu l'orchestre, hein. C'est tous ces les gens qui vont jouer dans cette musique, avant de les trouver tous, avant de comprendre un peu comment ils jouent ensemble et comment ça va être différent d'une personne à l'autre. Mais je suis assez optimiste, hein. Je pense et je pense qu'il faut qu'on le fasse tous ensemble. Parce que là, j'ai des fois dit le gène de l'autisme et tout ça, mais c'est pas ce que je pense. Je pense qu'il y a des gènes, il y a des variations, et puis après il y a des personnes. Et c'est pour ça que je travaille avec les neurobiologistes, hein, pour dire. J'avais des copains généticiens qui disaient je pense que l'autisme c'est glutamate. Donc là, mes copains neurobiologistes, ce serait fou. Et je me suis dit, à mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça soit juste glutamate. Je vais aller dans le département de neurosciences, parce que j'avais envie de savoir ce que mes gènes préférés faisaient dans le cerveau. Et je pense que c'est un vrai travail ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bonsoir. Voilà. Juste pour revenir sur vos souris, avec la différence que vous avez montrée, est-ce que vous avez induit la carence, la déficience, ou est-ce que vous l'avez simplement trouvée? Si vous l'avez induit, donc vous avez une certaine maîtrise de cette manifestation. Alors c'est là où je vois que je ne suis pas du tout autiste, parce que j'aime bien savoir qui me... Est-ce que vous pouvez me... Ah voilà, super. C'est pas que je vous vois dans les yeux et tout ça, mais c'est super important. Merci. Par contre, vous pouvez répéter la question, je suis complètement... Oui, excusez-moi. Vos souris, la souris qui est déficiente, est-ce que vous avez induit la déficience? Vous avez une maîtrise génétique sur la déficience? Ou est-ce que vous l'avez simplement trouvée?
Non, alors donc en fait, il y a des façons de créer des mutations dans le génome de la souris. Et donc là, on a supprimé le gène SHANK2 ou le gène SHANK3 qui est muté chez les personnes avec autisme. Donc ça, c'est vraiment une mutation ciblée sur ce gène qui a été faite. Ça répond un peu à votre question? Oui. Enfin, j'ai deux questions. La première, c'était, vous avez parlé des causes des pesticides, des microbiotes. J'aimerais savoir un peu plus par rapport à ça. Et le deuxième point, si j'ai bien compris, les mutations affectent surtout les synapses. Et je voulais savoir un peu ce qu'on parle beaucoup actuellement de l'intervention précoce par rapport à la spasticité cérébrale, la méthode de Denver et tout ça, qu'il parle presque de guérir l'autisme, en tout cas, enfin, dans le livre. Merci. Alors, sur les aspects environnementaux, il y a des travaux qui sont faits, surtout aux États-Unis, et donc pour l'instant, le seul résultat qu'on peut dire, c'est que s'il y a des effets, c'est super faible. Donc ça, alors après, il y a des effets environnementaux. Par exemple, si une maman a pris de l'acide valproïque ou du valproate, parce que là, il y a vraiment des formes environnementales. Donc ça, il y a des études en cours. Pour l'instant, c'est pas très... Oui. Alors, ouais. Je pense que les études sont assez solides. Et donc il y a eu plusieurs... les scientifiques, quand ils montrent quelque chose, il faut que ça soit remontré, Donc pour l'instant, les travaux sont assez solides et il faut que ça soit répliqué encore une fois ou deux fois. Pour les synapses, effectivement, je pense que plus on prend en charge l'enfant tôt, mieux c'est. Donc, je dirais que ça n'a pas été démontré totalement pour l'instant. Il y a des choses qui sont solides par rapport à rien, quoi. Par rapport à... là, je ne vais pas faire... en plus, c'est filmé. Par rapport à la France. Donc, je pense qu'il faut... Toute thérapie comportementale va être vraiment bien. Et le plus tôt possible. Oui. Je voulais vous demander si vos recherches ont un effet sur les thérapies et comment vous pouvez influencer les thérapies. Puis la deuxième chose que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'avec les ciseaux qui peuvent couper les gènes, est-ce que vous les utilisez pour modifier ou pour faire vos recherches? Oui, alors, de nouveau, il faut savoir ce qu'on veut soigner, et donc c'est pour ça qu'on est de plus en plus avec les familles et avec les personnes avec autisme pour savoir ce qu'on veut faire. Est-ce que mes recherches vont permettre d'avoir une meilleure intégration des personnes à l'école, d'avoir des parcours plus meilleurs, j'espère. Est-ce que c'est vraiment l'autisme qui gêne les personnes avec autisme? Je ne suis pas si clair que ça. Je pense que, par exemple, les niveaux d'anxiété vont être quelque chose qui va vraiment faire que la vie va être compliquée pour les personnes avec autisme. Et donc, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et évidemment, j'espère qu'en tout cas, ça a déjà quand même déculpabilisé beaucoup de mamans. Moi, j'ai rencontré des mamans qui m'ont dit, mais grâce aux travaux sur la recherche sur l'autisme, j'ai pu garder mes enfants. C'est quand même là, voilà. Donc on a encore d'autres étapes à faire, mais moi j'espère. Alors sur CRISPR-Cas9 et les ciseaux, pour l'instant on n'a pas du tout fait ça, et ça serait vraiment pour des formes très sévères, quoi. Oui. Bonjour, ça marche? Merci. Moi, j'avais une question par rapport au terme, parce que vous parlez à aucun moment de maladie, mais la personne qui vous a introduite parlait de maladie. À la fin de la conférence, vous parlez d'un traitement. J'aimerais savoir, vous, avec vos recherches, où vous vous placez à ce niveau-là? Je me place différemment selon j'ai des amis autistes qui j'ai pas du tout envie de les soigner, j'ai envie qu'ils soient plus intégrés, et voilà. Et puis j'ai des parents qui ont des enfants qui sont vraiment
où il y a vraiment besoin d'avoir une prise en charge médicale. Donc voilà. Enfin, je pense que, je n'ai pas cité un de mes héros qui est Bob Dylan. Il a dit j'accepte le chaos, je ne sais pas s'il va m'accepter. Mais il faut accepter un peu des fois la complexité, quoi. Et de penser qu'il y a une solution pour tout le monde, on peut être plus fin, quoi. J'ai réussi à citer Bob Dylan. Merci pour cette conférence vivante et drôle et intéressante. Et je suis éducatrice spécialisée. Et dans mes observations, je m'avais intéressée des liens entre haut potentiel des parents et des familles, coexistence dans la même famille, haut potentiel et autisme. Et puis, dans mes recherches sur Internet, je tombe sur Silicon Valley. Il y avait une recherche sur le haut niveau de professionnels des parents. Et qu'est-ce qu'on sait actuellement? Est-ce qu'on suit cette piste? Oui, alors, c'est depuis le premier papier, les deux premiers papiers de Kanner et de Asperger, donc en 1943 et en 1944, les deux psychiatres avaient remarqué que les parents étaient plutôt, je crois dans le papier de Kanner, quasiment tous les parents étaient dans le woo-woo, les enfants, et ils avaient des intelligences assez élevées. Donc ça a été un peu, voilà, ça a été dit que, et en fait les études épidémiologiques ne montrent pas vraiment ça, donc, ou en tout cas beaucoup moins qu'on le pensait. Alors après, est-ce qu'il y a des contextes dans le cas où dans des familles il y a des hauts potentiels et des autistes? Ça c'est sûr. De nouveau, c'est une histoire de contexte et de définition. Et je pense qu'au lieu de dire autiste, pas autiste, on devrait regarder le niveau d'interaction sociale, le niveau de stéréotypie, le niveau de systemizing, et de voir où est-ce que sont les personnes. Alors quelquefois on a besoin d'un diagnostic parce que la personne ne va pas bien et on a besoin de dire, voilà, cette personne avec autisme, il a besoin d'aide. Voilà. Mais, si vous venez dans mon laboratoire, les bioinformaticiens du laboratoire, ils codent quand même pas mal. Hein, donc... Et Asperger disait, pour avoir du succès en sciences ou en art, une petite touche d'autisme est peut-être nécessaire. Moi, c'est mauvais parce que j'ai fait le test, je suis moins autiste que la moyenne des filles. Donc, là, et c'est assez stable, en fait. Je le refais à chaque fois pour voir si ça change. Oui. Si on prend le temps de la ségrégation, de l'établissement spécialisé, du ghetto, de l'idéologie par beaucoup de parents considérée comme une exclusion. Et dans un autre extrême, l'inclusion forcée, où les autistes doivent intégrer les classes ordinaires, même avec des risques de rejet, d'inadaptation, la formation des profs. Si on prend, dans votre excellente conférence, l'idée de la recherche appliquée, est-ce qu'il y a des recherches pour essayer de mesurer, accompagner et peut-être avoir des critères plus clairs? Quels sont les enfants qui sont en mesure d'intégrer une telle classe ou pas? Est-ce qu'il y a des recherches dans cette direction? Et quelle est votre position par rapport à cette parfois idéologie de il faut inclure à tout prix les enfants autistes? Je dis toujours que trouver des gènes, c'est pour trouver le meilleur environnement. C'est-à-dire que mon rêve, c'est pour dire, voilà, cet enfant a cette difficulté-là, probablement, parce qu'il y a telle variation, et que ça va mieux marcher pour lui. On le voit dans l'épilepsie, par exemple. On voit qu'il y a des enfants qui sont mutés dans tel ou tel gène, et ben c'est plutôt pour cet enfant-là, c'est plutôt cet anti-épileptique-là. Pour cet enfant, et c'est pareil pour les parcours éducatifs, par exemple. Est-ce que cet enfant-là va avoir plutôt dans ce parcours éducatif qui est celui-là? Et je pense que, de nouveau, autiste, pas autiste, Lorna Wing, en 79, disait il faut arrêter de parler d'autisme. En 79. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense qu'on ferme
les possibilités. Chaque enfant, il y a une très belle initiative sur au lieu il y a la ICD, l'International Classification of Disease, il y a l'International Classification of Functioning, de voir chez une personne qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, indépendamment de son diagnostic, et de voir qu'est-ce qui est bien pour lui. Est-ce que d'aller à l'école où il va être complètement, l'école ordinaire, où il va être complètement exclu, avec une AVS à payer à 300 €, en tout cas, je sais pas combien, en France, ça ne va pas fonctionner. Et voilà, donc il faut qu'on ait vraiment de la haute couture pour ces personnes. Voilà. J'ai une question. Est-ce que Je vais revenir, hein. Ouais. Parce que... on va prendre une dernière question. Alors, est-ce que des futurs parents ont la capacité d'évaluer, qualifier le risque d'avoir un enfant autiste ou avec autisme, sachant qu'il y a des cas, dans la famille, en fait. Est-ce qu'on est capable d'évaluer au niveau individuel ce risque-là? Non, au niveau individuel, c'est pour ça qu'on travaille quand même au niveau génétique, parce que pour certaines formes, on peut trouver, par exemple, des mutations de novo, et là, la possibilité d'avoir une autre personne avec autisme est très faible, dans les formes sévères, par exemple. Donc c'est vraiment de nouveau, c'est haute couture, c'est chaque... Regardez, c'est là. Je suis unique comme tout le monde. Hein. Donc ça va être souvent des solutions qui vont être pour chaque personne différente, quoi. Merci. Alors, une toute dernière question. Oui, bonsoir. Sinon, vous venez à Paris. En fait, moi, j'aurais aimé savoir ça. Ma question rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a la recherche en génétique pure, et puis il y a la recherche sur, disons, quel type de prise en charge va marcher pour tel ou tel autiste. Est-ce qu'il y a des bases de données quelque part? Alors en génétique, oui, pour savoir quels gènes sont mis en cause ou pas dans tel ou tel problème. Mais est-ce qu'il y a des relations entre des bases de données, disons, de traitement ou de prise en charge spécifique, et puis ce qui est d'autre part constaté en génétique? Eh ben, c'est ce que j'espère faire avec Synapsy en Suisse. On va faire des synapses entre la France et la Suisse et on va mettre ça en place. C'est exactement ça qu'on veut faire. Je pense que là, j'ai bien conclu, je pense. Oui, je pense que c'est une bonne conclusion. Voilà, nous arrivons au terme de cette soirée. Je crois qu'on peut vraiment apprécier à quel point Thomas est un orateur hors pair, et puis comme quoi on a passé une soirée merveilleuse. Et je vous remercie pour toutes vos questions et votre participation. Bonne soirée à tous et à toutes.